la souveraineté politique procède de la souveraineté monétaire, a besoin que soit réglée aussi la souveraineté monétaire, sans laquelle il n'y a pas de souveraineté politique. Si vous faites des ateliers constituants, ou si vous faites une assemblée constituante, ça y est, on a renversé le tyran, et maintenant, ça y est, on en est au stade constituant du monde nouveau. Et on l'a tiré au sort, il n'y a pas de politiciens, donc il y a beaucoup moins de conflits d'intérêts que d'habitude. Ouais, c'est bien parti. Nous écrivons tout l'aspect de notre souveraineté politique. Nous disons comment nous désignons les acteurs, comment nous contrôlons les acteurs, comment nous participons nous-mêmes à nos lois, comment nous votons nous-mêmes les lois que nous acceptons. Mais sans s'occuper de la monnaie, bah, si vous laissez la monnaie, la création monétaire aux banques privées, si vous laissez les arbitrages monétaires aux acteurs financiers privés, la souveraineté politique que vous avez cru vous donner en écrivant la Constitution, elle est factice, parce que quand vous allez prendre des décisions, quand vos acteurs politiques ou vous-même allez prendre une loi et décider que tel projet était nécessaire pour nous, mais qu'il y a un gars qui n'est pas vous, qui peut dire « oui, oui, ça on le finance », mais qui peut dire aussi « non, mais ça on le finance pas, parce que ça lui plaît pas ». Et si vous ne pouvez pas financer vos activités, vos décisions, elles n'auront pas lieu, elles ne seront pas appliquées. Et finalement, c'est lui le souverain. Donc si vous voulez être souverain politique, vous devez absolument être souverain monétaire. Donc il faut reprendre un bien précieux que nous ont volé les banques privées depuis 1694, depuis la création de la Banque d'Angleterre. Les banquiers privés ont volé de plus en plus entièrement, d'abord partiellement, ils ont partagé, et puis ensuite de plus en plus entièrement, ils ont volé la création monétaire aux États. Et donc nous sommes pour l'instant à leur service. Ils ont créé des siphons à pognon, mais c'est incroyable, hein, l'argent qu'ils volent chaque année. Il faut que l'État puisse créer de la monnaie quand il emploie un médecin, quand il crée un hôpital, quand il emploie une infirmière, le travail de l'infirmière, l'hôpital créé avec cet argent nouveau, c'est la contrepartie de cette monnaie nouvelle, donc c'est pas inflationniste. Si l'État fait bien attention, et c'est vrai qu'il faut qu'il fasse attention, donc il ne s'agit pas de distribuer l'argent, il ne s'agit pas d'une planche à billets au sens où on crée de l'argent sans contrepartie, parce que ça c'est vrai que ça abîme la monnaie, et c'est plus que mauvais pour la société, c'est extrêmement dangereux, ça crée un problème de survie pour la société, la planche à billets au sens où on crée la monnaie sans contrepartie. Mais quand je dis l'État devrait créer la monnaie quand il dépense, détruire la monnaie quand il perçoit l'impôt, c'est-à-dire avoir une maîtrise totale de la masse monétaire, la maîtrise totale de la politique monétaire, au lieu d'avoir juste la variation sur les taux d'intérêt pour, de manière indirecte, influencer sur plus ou moins de crédits accordés. Si nous étions capables d'instituer dans les ateliers constituants un État capable de créer la monnaie quand il dépense, autant que nécessaire tant qu'il y a du chômage, et de détruire la monnaie quand il perçoit les impôts, nous le rendrions capable, nous rendrions cette puissance publique capable d'être, écoutez bien, employeur en dernier ressort. C'est-à-dire de donner du boulot à tous ceux qui en cherchent et qui n'en trouvent pas. Parce que quand quelqu'un cherche, alors je pense bien sûr à ceux qui cherchent vraiment du travail, et je vais leur donner un travail évidemment utile. Il faut que ce soit l'État fasse attention à donner des tâches utiles au bien commun, utiles à la société. Mais quand quelqu'un a besoin d'argent pour vivre, et qui trouve pas de travail, qui pourrait, et qu'il lui manque juste la monnaie pour le payer, c'est extravagant d'accepter cette situation, parce que la monnaie, c'est facile à créer. Je dis pas qu'il faut la créer sans contrepartie, je dis pas ça. Je dis que quand il y a une contrepartie qui demande que ça, quand quelqu'un ne demande qu'à travailler pour créer des richesses pour la société, mais bien sûr qu'il faut créer la monnaie pour le faire travailler. Et donc, c'est vraiment toute la prospérité du pays qui est l'enjeu de cette création monétaire, émancipée des banques privées. Quand nous aurons appris à instituer nous-mêmes une
une puissance publique dotée de la création monétaire quand elle dépense et de la destruction monétaire quand elle prélève l'impôt, donc capable de créer plus de monnaie quand il y a du chômage, capable de détruire plus de monnaie quand il y a de l'inflation, quand nous serons capables d'instituer une telle puissance publique, nous aurons fait des pas de géant vers la prospérité. Les obstacles à la prospérité sont essentiellement un manque de monnaie parce qu'on a des parasites sur le dos qui nous siphonnent le pognon au fur et à mesure. Nous manquons de monnaie. Il faut comprendre qu'il y a, non seulement il y a l'austérité liée au manque de monnaie, où tout est cher, tout est rare, tout est difficile. On arrive à détruire nos services publics par manque de monnaie, mais c'est une extravagance. Oui, c'est scandaleux. C'est complètement erroné pour ceux qui sont les acteurs publics qui font ça de bonne foi, et c'est complètement criminel de la part des acteurs publics qui savent très bien qu'ils sont en train d'étrangler l'État. Mais il y a un autre enjeu, là, que l'émancipation des banques privées. Si nous avons une monnaie en quantité suffisante, au lieu d'avoir une monnaie en quantité insuffisante, on va changer l'état d'esprit des gens, sans avoir besoin de nous occuper de chaque cas personnel. Pour l'instant, le fait que la monnaie soit rare crée, par construction, une peur de manquer. Mais une peur de manquer qui génère toutes sortes de dysfonctionnements terribles qui ne sont pas naturels, qui sont des réactions naturelles au manque de monnaie, mais qui sont la cupidité, donc l'avarice, la cruauté. Alors, je sais bien qu'il y a de la cruauté et de l'avarice indépendamment, mais le manque de monnaie, la monnaie rare, décuple ces vices. Ces vices, c'est quelque chose de religieux là-dedans, mais c'est problème. Et si vous avez une monnaie suffisante, enfin, dans toutes les expériences monétaires où il y a assez de monnaie dans un corps social, les gens recommencent à se donner, puisqu'on n'en manque pas. Les gens recommencent à s'aimer beaucoup plus volontiers, à se faire confiance, à moins être grippe-sous, parce que la monnaie ne manque pas. Il y en a juste ce qu'il faut, ça va bien, on n'en manque pas. Non, mais la révolution, ça ne marche pas. À chaque fois qu'il y a une révolution, derrière, on élit l'élection, on les porte au-dessus, c'est nos maîtres. L'élection, ça fabrique des maîtres. Le tirage au sort, ça fabrique des serviteurs, des gens qui sont nos égaux, serviteurs, des égaux. Le tirage au sort fabrique des égaux, l'élection fabrique des maîtres. Par construction, ontologiquement, par construction. Et à chaque fois qu'il y a une révolution, donc vraiment, on chasse un tyran, après l'avoir chassé, on est tout content, on élit l'Assemblée constituante, ça veut dire qu'on démissionne du processus constituant. Écoutez bien ça. On élit l'Assemblée constituante, partout, dans tous les pays du monde. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. On élit l'Assemblée constituante, et donc on démissionne du processus. On dit, c'est pas moi qui va en occuper, c'est l'élu. Et on rentre chez nous, en plus, on ne surveille même pas les élus en train de constituer. Laissez tomber. Vous avez l'explication du fait que la révolution a servi à rien. Alors que si vous êtes entraîné pendant des mois, des années peut-être, je ne sais pas, si ça fait des années que vous réfléchissez à la Constitution et qu'on est des millions à avoir réfléchi, on s'est entraîné. Par éducation populaire, c'est pas les parlementaires qui vont vous pousser à faire ça. Eux, ils ont intérêt à ce que vous fassiez rien du tout. C'est pas les gouvernements qui vont vous pousser à faire ça. Eux, ils ont intérêt à ce que vous regardiez le foot. C'est pas les médias qui vont vous pousser à faire ça. Les médias, ils ont été achetés par les banques pour pas faire ça, justement. Donc, ils vont vous inciter à penser à autre chose, et ils vont dire, ceux qui disent ça, c'est des fascistes. Ils vont nous traiter, nous, qui sommes... Enfin, je sais pas, les citoyens constituants, il n'y a pas de... moi, je ne vois pas d'idée plus profondément et plus sérieusement, radicalement antifasciste que les citoyens constituants. Je ne parle pas de la Constitution. La Constitution, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des soldats derrière, des constituants qui défendent la Constitution. Je ne vois pas d'idée plus protectrice contre la tyrannie, les projets totalitaires, les projets de domination en cours. L'Union européenne, c'est un projet de domination totalitaire qui veut prendre le contrôle total de la société. Je ne vois pas de moyen
de meilleurs moyens de résister que l'idée des citoyens constituants. Bon, ben là, on est tous là à se traiter les uns les autres de fascistes, le mot est complètement galvaudé, mais définissons le mot. Pour moi, fasciste, c'est vraiment une idéologie de domination des faibles par les forts, et qu'on voit apparaître chez les bourgeois, quand les bourgeois s'aperçoivent eux qui gagnaient toutes les élections jusque-là, et qui donc étaient pour le régime républicain et l'élection tant que ça leur donnait le pouvoir, mais quand ils s'aperçoivent qu'ils vont perdre le pouvoir parce qu'il y a des poussées révolutionnaires, alors là, l'élection ne leur convient plus, puisque l'élection va donner le pouvoir au peuple, parce que le peuple est en train de comprendre et de se préparer à enfin voter pour ses intérêts au lieu de voter pour ses maîtres. Mais quand les riches voient ça, ils deviennent fascistes, c'est-à-dire ça devient des brutes quoi, qui martyrisent les syndicalistes, les résistants, qui enferment les résistants. Donc le fascisme, c'est la brutalité des riches, la brutalité ultime, très anticommuniste, antisyndicaliste, et démophobe, antipopulaire. Et donc, alors, si on traite de fascistes, moi je vois bien qu'il y a des gens qui me traitent de fascistes, si on traite de fascistes les gens qui défendent la démocratie directe et auto-instituée, c'est-à-dire l'autogestion, l'anarchie au sens formidable du terme, qui est très proche pour moi de la démocratie, sur plein de points, si on traite de fascistes les antifascistes les plus radicaux, bon on dit n'importe quoi. Donc, c'est à chacun de voir si le mot fasciste est correctement utilisé, puisqu'il est utilisé par tout le monde. Les staliniens appelaient fascistes tous ceux qui n'étaient pas staliniens. Bon. Moi, je traite de fasciste l'Union européenne. Je trouve une brutalité de riches pour les riches. Par les riches, c'est une brutalité de multinationales. Ce qui était... Je vois la ressemblance avec les cartels des années 20, entre deux guerres, les cartels qui ont financé les fascismes historiques, donc Mussolini, Hitler. C'est les mêmes cartels qui financent l'Union européenne et qui sont arrivés à leur fin. Donc avec Mussolini, Hitler, ça n'a pas marché. Ils ont perdu. Alors, ils ont recommencé. Maintenant, il y a la télé, c'est fabuleux. Avec la télé, ils ont réussi à convaincre les gens tous les jours, que l'Union européenne, c'est bien, alors que ça produit le même résultat de domination et de travaux forcés au service des plus riches. Donc, vérifier si ce que je dis est exagéré, peut-être que je suis exagéré, que je me trompe, mais moi, je fais ce que je peux pour ne pas me tromper. Pourtant, je sais bien que je me trompe, tout le monde se trompe. Mais il ne suffit pas que quelqu'un ait dit de l'autre qu'il est fasciste, il faut ensuite peser. Quel sens donne-t-il à ce mot? Quels sont les arguments pour... Et s'il se trompe, est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce qu'en gros, il a raison quand même? Enfin, bon, voilà. Et puis celui-là, est-ce qu'il traite l'autre de fasciste? C'est n'importe quoi. Il traite fasciste alors que l'autre est un antifasciste. Donc, mais antifasciste radical, conséquent. Enfin, moi, je me sens très, très profondément et sincèrement, honnêtement, et je trouve puissamment antifasciste. L'idée des ateliers constituants populaires, dans un peuple constituant, devenu constituant par éducation populaire, il n'y a plus de place pour un tyran. Les tyrans, il faut l'accepter. C'est parce que nous l'acceptons qu'ils peuvent être tyrans. Mais chez les citoyens constituants qui ont réfléchi comme ils le font en ce moment, au contrôle des pouvoirs, au point d'écrire les règles du contrôle des pouvoirs, mais attends, mais tu peux plus mettre un tyran au milieu. C'est des gens politisés, ces gens-là. Les ateliers constituants, ça politise les gens et ça nous prépare à résister aux différentes formes de tyrannie dont on ne connaît pas encore toutes les formes. Mais je trouve que c'est un antidote puissant contre l'oligarchie plutocratique actuelle, le tirage au sort et la mutation des électeurs en citoyens constituants, c'est un antidote durable contre l'oligarchie, la plutocratie, qui est une forme d'oligarchie, le gouvernement des riches, et contre les fascismes. D'accord. J'arrive pas à faire court, pardon.